Bonsoir à tous. Merci d'avoir attendu que la ligne 6 se débloque, qui permettait à tout le monde d'arriver. Donc bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui pour ce rendez-vous Chine, urbanisation massive en Chine et au Venezuela, mise en perspective avec les invités que je vais vous présenter. Je commence par Jean-Louis Roca. Jean-Louis Roca est directeur de recherche au CERI, au Centre d'études de Sciences Po, et c'est un chercheur de longue date sur la Chine. Je voudrais vous signaler, parce que c'est en accès libre sur le site de Sciences Po, le récit d'une génération, la trajectoire de Chinois nés avec la Chine socialiste. Vous pouvez le télécharger comme je viens de le faire. Et c'est absolument passionnant parce que, à travers des récits de vie, il nous dessine justement cette génération qui est prise dans la transformation de la société et dont il va nous parler. À côté de lui, est-ce que je t'ai suffisamment bien présenté, Jean-Louis ? Parce que sinon, j'ai quand même pris plus de choses avec moi. Il a travaillé sur l'entreprise, l'entrepreneur, une approche de l'économie chinoise, sur la réforme des entreprises publiques en Chine et sa gestion sociale, sur l'évolution de la crise du travail dans la Chine urbaine, sur les mots creux et la pékinologie ou comment refaire les mêmes erreurs, sur les incertitudes de la contestation sociale en Chine. Enfin, vous voyez, je vous lis que ceux qui sont en français. Il y a encore ceux qui sont en anglais. Et c'est pour vous donner un peu son champ d'investigation de l'entreprise, de l'industrie à la société. À côté de lui, donc Liuning. Liuning est architecte et elle a un parcours très particulier parce qu'elle a commencé à se former en Chine, à Shanghai, à l'université Tongji. Ensuite, elle est venue en France. Elle a été reçue brillamment première à l'école d'architecture de Strasbourg, dont elle est diplômée. Elle a fait un saut par l'école de Chaillot sur le patrimoine avant de faire un doctorat à l'EPFL à Lausanne. Mais surtout, elle a créé son agence qui s'intitule Building for Climate. Elle est d'ailleurs là avec son associé, en se disant que, certes, en Chine, on construit beaucoup, mais on peut aussi construire autrement. Et c'est ce pourquoi on lui a proposé d'être des nôtres aujourd'hui, parce que construire autrement, ça commence déjà dans les relations avec le public. Et ce public, c'est non seulement les autorités locales, mais c'est aussi les habitants, les services d'urbanisme et tous les interlocuteurs que l'on peut avoir quand on remporte un concours ou une étude urbaine en Chine. Et puis, à côté de moi, Jean-François. Jean-François Parent est architecte. Donc, vous voyez, les architectes sont toujours en noir. On les reconnaît à ça. Non, excusez-moi pour cette mauvaise plaisanterie. Oui, mais comment veux-tu que je dise que je suis architecte maintenant ? Donc, Jean-François Parent est architecte et il dirige le laboratoire international pour l'habitat qui fête son 10e anniversaire cette année. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite association qui vient de se créer et qui travaille de longue date aussi avec l'Amérique latine. Et si on l'a invité ce soir, c'est parce qu'en fait, le Venezuela, où il est amené à travailler sur des programmes de grande ampleur, propose des questionnements où on va retrouver des questionnements que la Chine a également, qu'il s'agisse d'urbanisation, de logement, de programmes ou encore de travailler en impliquant la population et comment c'est possible et comment c'est pensable. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les thèmes en même temps que je vous présentais le cadre de nos invités, leur cadre d'exercice de leur profession. Et pour commencer, je vous propose peut-être de donner la parole à Jean-Louis Roca, parce que ces transformations de la Chine de ces dernières années, elles ne sont peut-être pas familières à tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, puisqu'on croise l'Amérique latine et la Chine. Et je vais commencer par lui donner la parole. Jean-Louis, c'est à toi. Ça marche? Oui, ça marche.
Très bien. Alors pour compléter un tout petit peu et faire un petit peu de publicité, je voudrais indiquer aussi que on organise donc à Sciences Po, moi et un autre collègue, un colloque sur le logement dans les villes chinoises le 13 et 14 juin. Donc ce sera un colloque en anglais. Au 56 rue Jacob. Ceux qui s'intéressent peuvent me donner leur adresse mail, je leur enverrai le programme. Donc c'est un colloque qui vise à faire le point sur la question du logement dans les villes chinoises. On parlera assez peu des campagnes. La particularité, c'est qu'on va inviter 8 chercheurs chinois. Ça sera donc un colloque en anglais. 8 chercheurs chinois de différentes universités, de Fudan, de Jemmin, etc., etc. Les papiers seront commentés par des spécialistes français de l'urbanisme et plus spécifiquement du logement. L'idée, c'est une vieille idée que j'ai utilisée et réutilisée, étant de faire des comparaisons. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre la Chine sans comparer la Chine aux autres pays, ce que l'on fait en général peu. On considère que la Chine est une espèce d'exception, c'est l'exceptionnalité chinoise. Moi, je pense au contraire qu'on ne comprend absolument rien si on part du principe que la Chine est tout à fait en dehors de ce qui peut se passer ailleurs. Ça nous permet là de faire une transition avec, je crois, la séance d'aujourd'hui, puisque précisément on va parler d'un pays qui n'a rien à voir avec la Chine. Alors peut-être qu'on aurait rigolé il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années si on avait dit tiens, on va comparer la Chine au Venezuela, pourquoi pas la Chine au Lesotho ou au Zimbabwe, du temps qu'on y est. Et pourtant on verra, je crois qu'il y a des choses très intéressantes parce que précisément je vois mal comment les particularités réelles et non fantasmées de la société chinoise peuvent apparaître autrement qu'en la comparant précisément à d'autres situations. On verra que la situation évidemment de la Chine est particulière, il y a une histoire particulière. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous. Bon, moi personnellement, je ne repartirai pas à l'époque de Confucius pour essayer de vous expliquer les particularités de la Chine. Je pense qu'il suffit de dire que il suffit de parler de l'histoire de la Chine depuis 1949 pour déjà avoir beaucoup de choses à dire sur la culture, les événements, les représentations que peuvent avoir aujourd'hui la population chinoise. Donc évidemment une exceptionnalité, mais on verra un petit peu comment traiter de cette exceptionnalité. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on a, à travers la réunion qu'on a eue hier, en fait, décidé, je crois, tu l'as pas dit Françoise, mais d'axer beaucoup ça sur la question de la participation populaire. Alors évidemment, là aussi, peut-être que des gens vont ricaner en disant comment on peut parler de participation populaire dans un pays comme la Chine et peut-être dans un pays comme le Venezuela qui sont considérés un peu comme des dictatures, peut-être semi-dictatures pour le Venezuela, pleine dictature, on pourrait dire, pour la Chine, mais on verra que ces catégories politiques ne fonctionnent pas beaucoup et que malgré le fait que l'on n'ait pas eu des transformations institutionnelles fortes sur le plan politique en Chine, le lien politique, les rapports politiques, les relations politiques en Chine ont énormément changé entre l'État chinois, le parti et la population. Je crois donc fondamentalement que l'exceptionnalité chinoise, si on peut parler d'exceptionnalité chinoise en ce qui concerne les transformations urbaines, tiennent surtout à la nouveauté des phénomènes et à la rapidité des phénomènes. C'est-à-dire que la société chinoise a complètement changé entre la fin des années 90 et, on pourrait dire, la fin des années 2000. Je pense que c'est dans cette période fondamentale que les choses vraiment se sont transformées. Et donc 10 ans, c'est court, c'est extrêmement court. Pour passer d'une société, on va voir, à d'une société immobile
une société de non-consommateurs et une société relativement indifférenciée, au contraire à une société extrêmement mobile de tous les points de vue, une société extrêmement différenciée et une société qui s'est évidemment énormément enrichie aujourd'hui. Donc c'est un point extrêmement important, la rapidité et la nouveauté un petit peu des phénomènes. Évidemment, l'urbanisation continue en Chine, mais on peut dire que c'est pendant ces 10 ans que le train est parti. Hein. Donc la métaphore est assez bonne, puisque c'est aussi l'époque où on a créé le TGV chinois, qui est aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler, une des grandes réussites. Et sur le plan de la mobilité, sur le plan des transformations sociales, je pense que ça, c'est en train de changer complètement aussi la Chine, de complètement détruire la différence entre urbain et rural, par exemple, qui est un phénomène quand même tout à fait intéressant. Moi, c'est au mois de juillet, je vais dans un endroit tout à fait rural, un peu paumé dans la province de l'Anhui, et ben j'y vais dans le TGV, c'est-à-dire qu'on va m'attendre à la sortie du TGV dans un coin où on mettait à peu près une douzaine d'heures pour venir de Shanghai. Aujourd'hui, je mets 3 heures pour aller de Shanghai dans ce trou complètement paumé de la Chine, qui est justement plus du tout paumé grâce au TGV. Donc je pense on continue évidemment cette urbanisation, mais je pense que ces 10 années sont vraiment les 10 années absolument fondamentales. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? Il s'est passé énormément de choses. En gros, je caricature un petit peu, mais on est passé d'une taux d'urbanisation de 25% à une taux d'urbanisation de 50%, et aujourd'hui on est à 60%, mais là le grand choc a bien eu lieu pendant ces 10 ans. On est passé d'une société urbaine sans propriétaire à une société urbaine qui est une société de propriétaires. Aujourd'hui, à peu près 80%, je crois, des urbains, je parle des urbains enregistrés comme urbains, je ne parle pas des migrants, on en dira 2 mots, sont propriétaires de leur appartement, et parfois sont propriétaires de 2 appartements, de 3 appartements, ou parfois, ceux qui ont de la chance, un petit peu plus. Donc on est passé d'une population de même pas, pourrait-on dire, de locataires, puisque les logements étaient quasiment donnés gratuitement à la population, à une population de propriétaires. On est passé d'une population de non-consommateurs, de gens qui consommaient extrêmement peu, à une société de consommateurs aujourd'hui, de consommateurs évidemment de vêtements, etc., mais de consommateurs de loisirs aussi. Aujourd'hui, le loisir et les activités on pourrait dire laborieuses, constituent aujourd'hui un élément extrêmement fondamental de la vie urbaine. Une société de non-conducteurs, si on veut, ou de cyclistes, hein, si on veut dire les choses autrement. Le vélo étant le symbole de la mobilité, on pourrait dire, jusqu'à la fin des années 90. Assez brutalement, de la fin des années 90, on a eu une population qui ne savait pas conduire, une population aujourd'hui qui sait très largement conduire, qui a un accès difficile à la voiture, mais non pas parce qu'ils ne sont pas capables de conduire ou d'acheter une voiture, mais parce que justement il y a des restrictions pour l'achat de voitures, tellement qu'il y a de gens qui savent aujourd'hui conduire et qui savent aujourd'hui et qui peuvent acheter aujourd'hui une voiture. Ce qui est très important, c'est de noter que ces 10 années ont concerné en fait une population quand même très particulière, hein. C'est-à-dire que pour l'essentiel, des gens qui sont nés, c'est ça le paradoxe, je crois, en Chine, de gens qui sont nés tout à la fin des années 40 et au début des années 50, et qui étaient en état de profiter pleinement de ces transformations. Qui a acheté les appartements ou qui a pu commencer à accumuler des patrimoines, ce sont justement ces personnes qui ont été paradoxalement éduquées à l'époque socialiste, complètement à l'époque socialiste, et qui sont entrées dans cette société de consommation. C'est valable pour les conducteurs, c'est valable pour aussi les consommateurs. Donc c'est très important de remarquer que c'est une seule génération qui a subi de plein fouet une transformation complètement dingue, où ils sont passés en gros des années 50 aux années de postmoderne, on pourrait dire aujourd'hui, ou je ne sais pas comment appeler la société actuelle. Je ne vous parle pas d'Internet, je ne vous parle pas du téléphone, je ne vous parle pas des paiements avec le WeChat, etc., etc. On est dans la même logique.
Ce qui est important, donc, pour conclure là-dessus, c'est que ce qui a pris sans doute 50 ou 60 ans ailleurs, c'est-à-dire la transformation d'une société relativement traditionnelle, entre guillemets, je ne vous parle pas de Confucius, encore une fois, mais traditionnelle au sens des années 50, à une société extrêmement moderne et branchée. Ce qui est très important aussi, c'est que c'est une société qui, sur le plan des classes sociales, est une société qui a été complètement chamboulée. On a une classe sociale qui a disparu, c'était la classe des Jokong, des travailleurs et employés des grandes entreprises d'État qui constituaient l'essentiel de la population jusque dans les années 90 pour l'essentiel. L'apparition de deux nouveaux classes sociales, une nouvelle classe ouvrière constituée essentiellement de migrants, dont une partie vivent en ville, d'autres parties vivent dans les zones économiques spéciales. Enfin, on n'emploie même plus ce nom tellement que toutes on pourrait dire les localités, les territoires ont créé des zones industrielles pour attirer des investissements. Naissance d'une nouvelle classe ouvrière, donc, qui est une classe ouvrière qui a le droit tout à fait, on pourrait dire, de facto, de s'installer en ville, mais qui n'a pas de juré, si on fait la distinction, le droit véritablement d'être considéré pour la plupart d'entre eux comme de véritables urbains. Deuxième classe qui apparaissent, une classe moyenne. Une classe moyenne, alors je ne vais pas vous faire un cours sur la classe moyenne parce que je pense que ça mettrait environ, non seulement aujourd'hui, demain, mais sans doute aussi le week-end, ça serait sans doute un petit peu loin, un petit peu long, donc très difficile de définir une classe moyenne, mais au Venezuela aussi et ailleurs c'est très difficile aussi. On pourrait dire que c'est une classe qui se caractérise par une rassemblant des gens qui ne sont ni pauvres, pour qui les problèmes fondamentaux de la vie ont été réglés, mais qui n'est pas une classe riche, c'est-à-dire qu'ils ont encore un problème avec l'argent, on pourrait dire, avec les questions d'épargne, avec les questions d'investissement, avec les questions de patrimoine, etc. On peut considérer que les riches, en Chine ou ailleurs, n'ont pas de problème avec l'argent, par définition, puisqu'ils ne savent même pas quoi faire de leur argent. Donc c'est une catégorie tout de même qui est à part, qui existe évidemment en Chine, qui est évidemment, comme dans tous les pays, relativement étroite, qui est, comme dans beaucoup de pays, évidemment liée aussi à l'élite politique, à l'élite intellectuelle, etc., etc. On pourra éventuellement en revenir. Mais je reviens à ma classe moyenne, ce sont des gens donc qui consomment, qui voyagent, qui apprennent des langues étrangères, qui ont complètement changé de mode de vie, qui sont devenus donc propriétaires, que l'on retrouve aussi à Paris, qui vont acheter des produits divers et variés, de luxe aussi, parce qu'ils ont quand même, ils sont classe moyenne, mais ils ont quand même un niveau leur permettant donc de toucher, on pourrait dire, au luxe de masse. Qui est une particularité quand même assez nouvelle aussi dans les sociétés contemporaines. C'est une société qui est aujourd'hui extrêmement inégalitaire, mais j'insisterai là-dessus parce qu'on parle beaucoup des inégalités en Chine. On parle beaucoup de l'indice de Gini qui marque la différence entre les très pauvres et les très riches. En même temps, une des particularités tout de même de la ville en Chine, c'est qu'il y a extrêmement peu de pauvres. C'est-à-dire ce que l'on peut nous considérer comme pauvres, des gens qui sont vraiment en situation de marginalité financière, sociale, etc., etc. Par exemple, la catégorie sociale, on pourrait dire des gens qui vivent dehors, des gens qui ont des grosses difficultés financières, des gens qui vivent dans les banlieues, dans des grosses difficultés, etc. Cette catégorie sociale est extrêmement limitée. Ce que l'on appelle les pauvres, on pourrait dire, bon, c'est une appellation qui ne me plaît pas trop. Moi, je préférerais parler de classe populaire, d'une certaine façon. Ce sont des gens qui ont des activités économiques, qui ont des revenus, qui ont, disons, un endroit où vivre, qui ont des enfants, qui ont on pourrait dire, une vie de non-marginalité. Ce sont simplement des gens qui vivent, on pourrait dire, dans des conditions plus difficiles que celles des classes moyennes. Ils ont des difficultés à avoir l'accès, on pourrait dire, au logement
normales. Ils ont tendance à se retrouver dans des vieilles habitations, dans des habitations qui ont été délaissées par les urbains, etc., etc. Mais ce sont des gens qui ont accès à une forme de consommation de masse, on pourrait dire. Ce sont des gens qui ont un téléphone portable, qui ont accès à Internet, qui ont un toit, qui sont mariés ou qui vont se marier. Et il n'y a pas, disons, de pathologie sociale comme on peut avoir des pathologies sociales liées à la drogue, liées à la consommation d'alcool, liées même à la prostitution, etc., que l'on peut voir ailleurs dans d'autres sociétés. Ce sont aussi, ce qui est très important, c'est une société aujourd'hui urbaine extrêmement mouvante. Il y a eu des investissements énormes dans les transports. Alors c'est une société mouvante et en même temps qui a beaucoup de difficultés à se mouvoir, oui, parce que on a beaucoup investi dans évidemment dans les routes, on a beaucoup investi dans les transports publics, etc., etc. En même temps, je parle là des grandes métropoles, c'est des sociétés qui sont anciennes d'être asphyxiées à la fois du point de vue de l'environnement, mais aussi asphyxiées au niveau des déplacements. Des gens, très couramment, les gens font 2 heures pour aller travailler et reviennent et mettent 2 heures pour revenir. Les transports en commun sont bondés, difficiles, etc., etc. Donc ce sont pour les grandes métropoles, les sociétés où les gens bougent beaucoup, mais en même temps ont beaucoup de difficultés à se mouvoir et passent beaucoup de temps, on pourrait dire, dans les transports en commun. Autre point extrêmement important, c'est évidemment la grande affaire, on pourrait dire, dans les villes depuis la fin des années 90, c'est le secteur immobilier. Secteur immobilier qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement économique. On considère que de 15 à 20% du produit intérieur brut est constitué aujourd'hui de ce qui se fait dans l'immobilier. On a énormément construit, on a énormément détruit. Et on a aussi énormément accumulé d'argent. Il y a une espèce de conjonction autour du secteur immobilier qui a fait qu'il y a une espèce de situation de gagnant-gagnant avec l'apparition d'un certain nombre d'acteurs nouveaux. Alors, qui sont les acteurs nouveaux? Bon, à la tête de ce mouvement d'urbanisation, il y a l'État. C'est une urbanisation qui est extrêmement étatisée, avec des modèles type de villes nouvelles à créer, avec une représentation de la ville quand même relativement précise, la voiture reine, mais les transports publics, avec le métro, avec le développement des musées, avec le développement des bâtiments publics, avec le développement, etc., etc. Donc une espèce de représentation de ce que doit être une ville moderne, avec toute une concurrence entre les villes autour pour attirer évidemment les investissements, montrer que nous sommes une ville moderne, nous sommes une ville dynamique, nous sommes une ville créative, etc., etc. Donc l'État central et le parti jouent une partie très importante là du branding, comme on dit en mauvais français ou en relativement bon anglais, l'idée de créer une espèce de marque autour non seulement de la Chine, mais aussi évidemment des différentes villes. Les Jeux Olympiques et évidemment l'exposition universelle jouent un rôle extrêmement important dans ce domaine. Très important aussi l'État local. Quand je dis l'État local, c'est essentiellement les gouvernements des villes et des districts, quand la ville est divisée en arrondissements, on pourrait dire, d'une certaine façon, qui ont la propriété, entre guillemets, de la terre. La propriété est étatique, mais elle est déléguée évidemment aux gens à ce niveau-là. Ça a été une source absolument énorme d'accumulation d'argent pour les mairies et pour les mairies d'arrondissement, parce que évidemment ils ont vendu les biens, les droits d'usage de la terre à des promoteurs immobiliers. Et tout ça est rentré dans, non pas le budget de l'État, puisque ce sont des ressources extra-budgétaires, mais dans le trésor public, on pourrait dire, local. Autres acteurs qui ont joué un rôle fondamental, ce sont ce que j'appellerais le complexe immobiliaro-gestionnaire, un petit peu comme quand on parlait de complexe industrialo-militaire à une certaine époque, c'est-à-dire c'est la conjonction à la fois de promoteurs,
d'entreprises de construction, d'entreprises de gestion des nouvelles résidences qui apparaît un petit peu. Tous ces gens-là se connaissent, sont des entreprises d'État ou des entreprises privées, mais qui sont souvent très liées évidemment à la localité, puisque c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir l'accès à la terre et à la construction quand on connaît les gens évidemment du lieu. Donc c'est des gens très puissants, très forts, qui ont énormément gagné de l'argent, parce que je vous rappelle que la terre n'avait aucune valeur avant cette fièvre immobilière. C'était zéro la terre, puisqu'il n'y avait pas de marché par définition immobilier. Donc tout d'un coup, les gens se sont réveillés assis sur, une certaine façon, une richesse absolument énorme qui pouvait être démultipliée, puisque le prix de l'immobilier continue à progresser, même s'il y a des signes comme ça de temps en temps, de machin, etc. etc. En gros, on peut accumuler quand même pas mal d'argent dans le domaine du patrimoine. Ça dépend des endroits, mais là, je parle des grandes métropoles. Gagnant aussi les propriétaires d'appartements qui ont commencé par acheter, quand ils ont pu très tôt un appartement, l'ont revendu, en ont racheté un autre, et puis un deuxième, etc. etc. Aujourd'hui, c'est un élément important. Le patrimoine des urbains de cette classe moyenne dont je parlais est constitué essentiellement de ce patrimoine-là. Donc, pas question que l'immobilier s'écroule. Si l'immobilier s'écroule, c'est tout l'épargne de ces jeunes, jeunes ou moins jeunes membres de cette classe moyenne. Donc c'est très important parce que cette classe moyenne en même temps a des charges, elle est endettée évidemment parce qu'au bout d'un moment elle a emprunté, elle est endettée aussi parce qu'elle doit payer les études du petit, parce qu'elle doit soutenir les grands-parents quand les grands-parents, eux, n'ont pas d'argent. Elle doit payer aussi les maladies quand eux-mêmes sont malades. Il y a un système relativement bien fait de sécurité sociale, mais qui ne couvre pas en fait les grands problèmes, je dirais, de santé. Donc, tous ces gens-là ont accumulé, mais tous ces gens-là ont des frais, et donc, bien évidemment, ils ont nécessité évidemment de pouvoir continuer à protéger, on pourrait dire, le patrimoine. Avant d'aborder la question donc proprement politique et de la participation, juste un mot sur les changements de représentation aussi. C'est beaucoup plus délicat et complexe à développer, mais ce qui est très important à noter, c'est que dans les villes chinoises, sont apparus de nouveaux intérêts. De nouveaux intérêts financiers, bien évidemment, je viens de le montrer, mais aussi les choses, les objets, sont devenus des choses importantes, alors qu'avant, ça n'avait aucune importance. Les gens n'avaient rien, ils n'étaient propriétaires de rien, si ce n'est du vélo. Le vélo, c'était un peu, d'une certaine façon, une marque de richesse, on pourrait dire. 2-3 meubles, 2-3 bibelots, mais rien du tout. Ils sont devenus aujourd'hui, d'une certaine façon, complètement à la fois prisonniers et c'est une prison dorée, on pourrait dire, des objets. Donc c'est très important les objets. On a vu aussi l'invention du confort en Chine, chose qui n'existait pas non plus, de la décoration, etc., etc. Donc tout ça a complètement évidemment changé les représentations des gens. On a aussi vu l'arrivée de quelque chose qui n'existait pas, la notion de sécurité. La sécurité personnelle, la sécurité des biens, etc., etc. Les gens ne se posaient pas de questions autour de la sécurité auparavant. La seule insécurité qui existait, c'était l'insécurité politique, qui est une insécurité quand même toute particulière au moment des mouvements politiques où à tout moment vous pouviez être pris, mis en prison, être pris dans cette espèce de tourbillon politique. Mais il n'y avait même pas une idée d'être en sécurité, d'une certaine façon, de mettre des choses en sécurité. Et puis, il y a un phénomène qui est très important, à la fois d'individualisation et de modernisation, c'est-à-dire que il faut être dans la compétition, l'individu est prioritaire, il faut être moderne, etc., etc. En même temps, la notion d'authenticité, par exemple, qui a été beaucoup étudiée dans le domaine justement de l'urbain, etc., est devenue une chose très importante. Autour du quartier, le quartier authentique, la vie sociale comme élément authentique par rapport à la globalisation qui apparaît comme quelque chose d'un peu dangereux et d'un peu qui donne le tournis, on pourrait dire. L'authenticité aussi au sens, par exemple, où dans les années 90 et même jusqu'au début des années 2000, aller à la campagne était quelque chose qui horrifiait tout à fait les gens. C'est-à-dire personne n'avait l'idée à ce moment-là d'aller à la campagne parce que les paysans, c'était l'anti-modernité, ça sentait mauvais, c'était pour, etc.
Depuis les années 2010, au contraire, les gens veulent aller à la campagne, certains achètent des maisons à la campagne, le paysan est devenu le symbole de l'authenticité chinoise, on veut acheter des légumes, parce que les légumes, là, ils sont censés être de meilleure qualité, on veut aller trouver des artisans qui vont vous offrir des choses, on veut faire qui vont vous proposer des choses authentiques, on veut faire du tourisme authentique, on va dans telle région qui apparaît comme quelque chose, etc. Bon, il y a toute cette notion donc, qui est aussi importante. Et puis, donc j'en viens à cette question de politique et de participation. Il y a une transformation du politique, de la relation des individus, de la population et des classes sociales, évidemment, à la politique, c'est-à-dire à l'État, aux partis, aux autorités, etc., qui a beaucoup bougé. On n'en parle pas dans les journaux. On en parle. Les chercheurs en parlent un peu, mais en tout cas dans les journaux, ça n'apparaît pas parce que on a cette image un peu binaire entre le Parti communiste qui est très méchant, qui veut contrôler tout le monde, qui veut mettre tout le monde en prison, etc., etc. Et puis des pauvres individus qui ne peuvent rien dire, qui ne peuvent pas s'exprimer parce que là aussi, ils vont se faire couper les têtes. Les choses ont beaucoup changé, beaucoup modifié, même si, encore une fois, l'institution politique n'a pas fondamentalement joué. Et surtout, une institution qui n'est pas apparue en Chine, et quand on parle de démocratie, on parle essentiellement de celle-ci, c'est la question des élections. Quand on parle de démocratisation, en fait, derrière la tête de tous les gens, il y a des élections. Comment ça se fait qu'une population aussi intelligente, aussi riche, aussi éduquée, etc., n'adopte pas cette chose absolument merveilleuse dont on va profiter dans quelques jours, qui s'appelle les élections. Il n'y a pas d'élection en Chine, mais en fait, la relation politique a beaucoup changé. Pourquoi elle a beaucoup changé ? Parce que je vous ai montré que la population elle-même avait changé. Et de plus en plus, les Chinois se considèrent en fait comme des espèces de clients, on pourrait dire, d'un État qui, normalement, est censé leur offrir un certain nombre de services. C'est intéressant parce qu'il y avait un vieux slogan du Parti communiste qui s'appelait, qui est le suivant, « Servir le peuple », qui est un vieux slogan. On pourrait dire que ce slogan n'a jamais fonctionné dans la Chine pré-réforme, parce qu'il ne s'agissait pas en fait de servir le peuple, mais il s'agissait surtout de se servir du peuple et de contrôler le peuple, un peuple qui était figé, qui était isolé, qui était atomisé dans des espaces séparés les uns des autres. Aujourd'hui, on peut dire que l'État chinois est chargé de servir le peuple. C'est le grand deal, en fait, depuis les années 90. Je reste au pouvoir, je ne fais pas d'élection, je ne change pas, je contrôle toujours la presse, etc. Mais en échange, les gars, je vous garantis que vous allez avoir un revenu bien meilleur, que vous allez avoir une vie beaucoup plus rigolote, que vous allez à l'étranger, que vous allez pouvoir même éventuellement acheter des appartements à l'étranger. Vous savez que beaucoup de Chinois aujourd'hui sont propriétaires d'appartements à l'étranger, ont des certificats de résidence, et évidemment en France, mais au Canada, en Australie et aux États-Unis, c'est devenu un phénomène absolument dingue qui inquiète d'ailleurs les autorités locales. Donc, je vous sers quelque chose, je vous sers une autre vie, etc., etc. Donc, c'est cette espèce de New Deal qui est au cœur, à mon avis, des transformations de ce qui se passe en Chine. L'immobilier joue un rôle absolument fondamental, évidemment, là-dessus. Regardez, vous allez avoir des beaux appartements, etc., etc. Alors, le problème de ce New Deal, évidemment, c'est que à partir du moment où on a une population qui veut défendre ses intérêts, qui a de nouvelles représentations, et un État qui doit changer, on pourrait dire, de discours et de pratique, il y a des problèmes qui sont apparus. Alors, je vais peut-être vous faire surprendre. Vous savez que statistiquement, la Chine et en particulier les zones urbaines sont les zones où il y a le plus de conflits sociaux au monde. C'est encore une fois pourtant pas un pays démocratique, mais on a pratiquement tous les jours des conflits entre les propriétaires d'appartements qui se sont fait flouer par les promoteurs, des propriétaires qui se font flouer par des organismes de management de ces qui demandent beaucoup d'argent, qui mettent de l'argent dans leur poche, etc., etc. Des autorités qui ne soutiennent pas toujours des propriétaires qui ont pourtant les lois
récemment adopté de leur côté, etc., etc. Donc c'est un conflit, des conflits aussi autour de la pollution, etc., etc. C'est une situation de conflit parce que aujourd'hui les gens ont des intérêts à défendre, ont des idées à défendre, des représentations de ce qu'est la bonne vie à défendre. Et il y a sans arrêt des conflits. Alors le gouvernement central, évidemment, et le gouvernement local est confronté à ces conflits. Que peut-il faire? Il peut, et il le faisait au début, pratiquer la bonne vieille répression, c'est-à-dire on va mettre un certain nombre de gens en prison, etc., etc. Ça devient compliqué parce qu'on commence à mettre en prison des gens qui sont dans la norme, des gens qui travaillent pour l'État, des gens qui sont avocats, des gens qui sont professeurs d'université, etc., etc. Il ne s'agit plus de mettre en prison le clampin moyen, le marginal moyen ou l'opposant politique moyen. Là, on s'attaque à une population qui a des moyens de se défendre. Elle a des moyens de se défendre parce qu'elle peut s'organiser, elle peut aller voir les journaux, parfois il y a des journalistes même qui sont dans ces conflits sociaux, etc., etc. Donc on aborde une catégorie sociale quand même qui est difficile à gérer. Très rapidement, les autorités locales, les autorités centrales se sont mis à se dire qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir discuter, il va falloir négocier avec ces gens-là, il va falloir trouver de d'autres modes de gestion des conflits politiques. Et dans un cas que j'ai beaucoup étudié, qui est le cas des propriétaires d'appartements, on a commencé à mettre 1 ou 2 personnes en prison, on a vu que ça fonctionnait pas, parce que c'était encore pire, etc. Les gens s'organisaient, criaient encore plus fort, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé les propriétaires s'organiser plus ou moins entre eux, et puis on a été les voir en leur disant « Ah, mais c'est bien ce que vous faites de vous organiser, venez discuter avec nous, on va trouver des solutions. » Alors les solutions, eh bien, ça va être on arrête de faire des mouvements sociaux, on se calme, et puis on va participer à la création de nouvelles lois pour protéger les gens. On va aller chercher les promoteurs en leur disant « Écoutez, vous exagérez quand même, ça va pas, on va un peu mettre de l'ordre parce que, bon, quand même, ça fait quand même pas très beau dans le décor, etc. etc. » Donc c'est le début d'un phénomène de négociation, de participation, on pourrait dire, de la population à un certain nombre de choses. Alors bien évidemment, là, on rejoint par contre le fait que la Chine n'est pas un pays de représentation démocratique. C'est-à-dire la grande question de la Chine, c'est comment créer aujourd'hui des représentants sans passer par un système de représentation, bien évidemment. C'est-à-dire que le parti et l'État veut lui-même choisir des représentants. Alors, pas des représentants complètement artificiels, parce qu'évidemment, ça fonctionne pas, mais des gens qui, à la fois, ont une espèce de légitimité populaire, sont considérés comme des gens plutôt honnêtes et représentants, etc., etc., mais qui, en même temps, du point de vue du parti de l'État, sont aussi représentatifs par rapport à leur réflexion de la représentativité. C'est-à-dire, pour dire les choses, on va éliminer les gauchistes, on va écarter les gauchistes, pour reprendre un langage, etc., on peut prendre une autre métaphore, on va écarter les gilets jaunes les plus radicaux, les plus méchants, ceux qui ne parlent pas bien, etc., etc. Puis on va prendre les gilets jaunes qui ont l'air un peu, etc., etc. C'est-à-dire que tout le processus de récupération que l'on a vu à propos des gilets jaunes, d'une certaine façon, se fait aussi en Chine. On va trier le bon grain, on pourrait dire, pour essayer de discuter, etc., avec les gens avec qui, éventuellement, on peut en discuter. Alors, bien évidemment, ça crée des limites, on en reparlera sans doute dans la discussion, mais on a ce phénomène, je terminerai par ça, dans un contexte politique local, tu en reparleras, très compliqué, parce qu'on a l'État central, on a l'État local, on a les comités de résidents, on a les bureaux de rue, on a des associations, on a parfois des activistes, on a, etc., etc. Et je terminerai, donc c'est compliqué, mais il y a un nouvel espace politique qui se crée, qui est un espace alors politique. Je ne dis pas que c'est par là que va se faire la révolution, je ne dis pas non plus que c'est par là que les gens vont imposer la démocratisation, pas du tout, je pense pas, mais c'est un espace politique, on pourrait dire, de négociation, d'évolution, on pourrait dire aussi des modes de vie, des pratiques, etc., qui est intéressant. Il faut dire aussi que, attention, on est là, on a affaire ici à des gens qui sont, et ça change beaucoup de choses, qui sont hyper connectés.
qui sont WeChatés par-dessus la tête, qui sont hyper branchés sur Internet, qui savent aussi parfaitement ce qui se passe à l'étranger. On a l'impression que les Chinois sont complètement coupés parce que de l'extérieur, parce qu'il y a les méchants qui surveillent, etc. Pas du tout. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe à l'étranger, c'est relativement facile en Chine. Donc, c'est des gens qui savent ce qui se passe, c'est des gens qui savent ce qui se passe à Hong Kong, qui ont des relais à Hong Kong, qui connaissent des groupes d'activistes à Hong Kong, etc., etc. Donc, tout ça est extrêmement réactif. Très rapidement, on peut contacter des journalistes, des gens qui sont influents sur Internet, etc., etc. Dans un contexte évidemment politique autoritaire, encore une fois, mais dans un contexte politique dans lequel on doit tenir compte des choses. Vous savez que les hommes politiques chinois, les fonctionnaires chinois sont devenus des adeptes de Twitter. Ils adorent Twitter, ils adorent Internet, parce que non seulement ils peuvent influencer l'opinion publique, mais ils savent ce qu'est l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un responsable politique local de savoir ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'association indépendante, il n'y a pas d'ONG indépendante qui peuvent exprimer tout un tas de choses. Mais par contre, Twitter est absolument fantastique, et il y a des tas de gens qui ont été embauchés depuis quelques années par les autorités locales pour savoir ce qui se passe. Est-ce que j'ai bonne réputation ? Est-ce que les gens trouvent que je suis un salopard de corrompu ou au contraire un dirigeant plutôt bien, etc., etc. Et la carrière, mais aussi le prestige et la rémunération jusqu'à un certain point des gouvernants locaux sont aussi basés sur la bonne opinion ou la mauvaise opinion que la population locale peut avoir. Merci Jean-Louis pour ce tableau brillamment brossé. Je donne tout de suite la parole à, si tu veux bien, à Jean-François Parent. Donc, non, tu n'as pas le choix. Donc, voilà, bon. Bonsoir à tous, puis merci de m'accueillir. J'ai pas l'habitude d'être face à un public, mais je vais commencer par dire que je suis architecte. Et pour caricaturer une définition de l'architecture, moi je dirais aujourd'hui, comment je traduirais le fait que je suis architecte, ça serait de l'engagement, ça serait de réfléchir à ce que c'est qu'habiter, et ça serait de dire que le peuple est protagoniste du devenir urbain. Voilà, donc je caricaturerais comme ça parce que je vais aller vite là-dessus. Bon. Sur l'introduction de mon camarade, je partage pas du tout le point de départ qui consistait à dire peut-être des demi-d'écart de dictature, etc. Pour ce qui concerne la Chine et ce qui concerne le Venezuela, je suis certain qu'au Venezuela, ça n'est pas le cas. Et je vous invite tous, avant de parler du Venezuela, à faire une espèce d'autocritique, vous poser la question de ce que c'est que le droit international, de ce que c'est que la presse internationale, les médias internationaux, et quel est le projet politique qui vous mobilise, vous, pour faire la politique et aller voter dimanche prochain ou pas. Voilà. Donc c'est important parce que ça permet de relativiser le regard qu'on a sur le Venezuela, la Chine, etc. Je note aussi, avant de commencer, parce que c'est important, qu'il y a, comme par hasard, des solidarités entre le Venezuela et la Chine actuellement pour s'opposer à un modèle néolibéral qui cherche à s'imposer sur le plan politique, sur le plan idéologique et sur le plan urbain au reste du monde. Je parle du plan urbain. Voilà, donc c'était un peu une introduction. Et j'avais décidé de faire un petit peu autrement les choses, mais je trouvais bien la manière dont tu as commencé les choses. Et si je reprenais un petit peu la description succincte de la Chine que tu as faite, tu as dit que c'était un pays qui était peu urbanisé. Alors, je ne vais pas comparer le Venezuela à la Chine. Il y a 1,3 milliard d'un côté, 30 et quelques millions. Oui, peu importe. Enfin, si, ça importe, mais bon. Non, mais je veux dire que c'est pas comparable. Ce qui fait l'objet de que ça se compare aujourd'hui, c'est un peu peut-être les politiques publiques massives de production de logements sociaux et le rôle des populations dans ces politiques-là. Hein.
Mais quand même, juste en introduction, s'il y a 1,4 milliard et il y a 33 000 ou 34 millions d'habitants de l'autre côté, le Venezuela est un pays qui est urbanisé à 95% et depuis pratiquement un siècle. Donc c'est tout le contraire de la Chine. Le Venezuela est depuis très longtemps un pays de propriétaires et de grands consommateurs, puisque c'est sa tradition liée au fait que le pétrole l'a organisé sur un modèle de société libérale, capitaliste, etc. C'est son histoire, avec des moments de lutte et d'opposition, Guaicaipuro, Bolivar, Chavez, etc. Bon. Donc c'est un pays qui est un pays de propriétaires de longue date, c'est un pays consommateur, c'est un pays qui est un pays du fait du pétrole, un pays de la voiture depuis très longtemps aussi, avec des infrastructures importantes sur la voiture, etc. Donc je trouve ça tout à fait intéressant de voir que ce que j'ai compris de la Chine, c'est que ça allait vers ça, et ce que j'ai compris du Venezuela, que je connais pas très bien, mais que je connais un petit peu quand même pour y aller depuis un peu moins de 10 ans, c'est que la société vénézuélienne, en 1998, a décidé collectivement d'essayer de sortir de ce modèle-là. Donc, je trouve assez étonnant ce parallèle. Voilà. Bon, et aujourd'hui, le Venezuela, la société vénézuélienne, essaye de sortir d'un modèle qu'on connaît tous, qui est le nôtre, pour aller vers un modèle qu'elle ne connaît pas forcément très bien, mais qui est à construire. D'où peut-être des difficultés, des erreurs, etc. Mais un projet de transformation de la société. Et c'est là où je veux en venir, parce que c'est l'objet de notre discussion, c'est cet objectif-là a fait que, au Venezuela, pour être général, en 2011, il a été décidé d'organiser l'appareil d'État sous une nouvelle forme pour répondre à la fois à une crise climatique importante qui a été sécheresse en 2010 et 2011, grand glissement de terrain, qui a généré une catastrophe humaine. Des milliers de familles se sont retrouvées soit sans logement, soit sans famille parce qu'ils étaient sous les décombres. Et l'appareil d'État a décidé d'organiser l'État au travers de grandes missions, la grande mission logement, pour répondre à cette urgence et pour répondre à la dette du pays qui était de l'État vis-à-vis de la population vénézuélienne, où la grande majorité, la très grande majorité des gens vivaient en site urbain, mais vivaient dans des conditions déplorables, inacceptables pour 60%, 70%, peu importe, c'était une grande majorité. Donc, c'est ce qui fonde l'existence de cette politique publique qu'on appelle la Grande Mission Logement Venezuela, et qui s'est donné comme objectif, en 8 ans, de réaliser 3 millions de logements. 3 millions de logements, quand on imagine 4 personnes par logement, 12 millions d'habitants, sur 8 ans, ça fait un tiers de la population qui change de lieu de vie, qui change d'habitat, et qui change d'habitat, mais qui change en site urbain, puisqu'elle vit déjà en site urbain. Donc ça a une influence évidente sur le devenir de la ville. Ça a une influence, bien évidemment, sur ce qu'est la ville. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire un petit peu de manière un peu générale. Et donc, pour décrire un petit peu la Grande Mission Vivienda, la Grande Mission Vivienda donc, vient d'avoir 8 ans. Donc on peut regarder l'histoire de cette mission, puisque en 8 ans, 3 millions de logements, elle est arrivée à 2 600 000 logements. Malgré la difficulté du contexte international, national, les difficultés économiques, etc., que vous connaissez, dont vous avez entendu un petit peu parler. Ce qui est donc un phénomène tout à fait unique, sachant que la production est une production publique, est une production qui à destination de la majorité des populations et qui ne rentre pas sur le marché foncier, sur le marché de l'immobilier. C'est une production hors marché, ce qui fait que le marché vénézuélien va à l'encontre de ce que vous décriviez sur l'éventuel marché chinois. Mais ça change le rapport à la ville, ça change le rapport à la manière d'habiter aussi de l'ensemble de la population. Mais la Grande Mission Vivienda a plusieurs caractéristiques. Elle a d'abord commencé par répondre à une urgence qui était celle de loger les gens qui étaient dans une situation d'urgence pour survivre. Et donc, ces 2 premières années ont consisté à produire du logement
en quantité pour répondre à ce phénomène-là. Mais le Venezuela étant ce qu'il est, avec son histoire, c'est-à-dire d'un siècle de pétrole, le pétrole ayant anéanti, détruit tous les outils de production de ce pays, puisque grâce au pétrole, on pouvait tout acheter. Donc le Venezuela, qui était un pays hyper consommateur, s'est retrouvé dans une situation de ne pas avoir d'appareil de production, ou en tous les cas pas d'appareil de production du logement, de production de logement, à la hauteur des besoins ou des objectifs assignés. Donc c'est un problème extrêmement grave, extrêmement dur à résoudre pour le pays que de dire comment est-ce qu'on produit du logement quand on n'a pas d'appareil de production. Et c'est là où on se rend compte que, d'où la nécessité de l'intervention populaire dans le processus, parce qu'autrement ça ne peut pas marcher. Mais la première étape a été quand même de faire comme de tradition, c'est-à-dire d'aller acheter du logement comme on achète de la voiture, comme on achète un beefsteak, comme on achète autre chose. Donc la première étape a été cette étape-là. Donc les 2 premières années, jusqu'en 2013-2014, on a acheté aux Chinois, on a acheté aux Biélorusses, on a acheté aux Turcs, aux Portugais, on a acheté à différents pays des logements pour pouvoir répondre à cette urgence. Mais passé cette première étape, l'ensemble de ceux qui étaient concernés, à savoir les populations, mais aussi les pouvoirs publics, qu'ils soient des pouvoirs nationaux, locaux ou régionaux, se sont dit, puisque de toute façon, inévitablement, ce qu'on fait va avoir une incidence sur la ville, on ne peut pas continuer à produire en achetant à l'extérieur. Et on ne produit pas de richesse comme ça. Donc il faut qu'on se dote, à partir de maintenant, qu'on puisse faire l'analyse de nos premières productions. Et à ce moment-là, à partir de 2015, ils se sont dotés d'un appareil critique de leur propre production. Cela en introduisant différents éléments. Le premier, ça a été de faire appel à l'étranger, à l'extérieur, pour que des gens viennent participer à la réflexion sur qu'est-ce que c'est que produire du logement pour faire de la ville. C'est-à-dire, il ne s'agissait plus de produire du logement, il s'agissait de dire quantité doit faire qualité et qualité doit faire ville. Donc c'est un basculement quand même extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais qui est l'enjeu politique qui était proposé. Et pour ça, donc, appel à des savoir-faire extérieurs sans aucun scrupule. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons pu commencer à travailler avec eux parce que, par exemple, la France a une histoire de la production de logement social, du logement social loué qui les intéressait de ce point de vue-là. Ça, c'est la première étape. Le deuxième élément, c'est de réaliser des projets de taille suffisamment importante, expérimentaux, pour commencer à transformer les modalités de production du logement, pour commencer à faire ville. Donc, une série de projets qui ont été définis, choisis pour être ces projets expérimentaux. Mais qui dit expérimentation ne dit pas qu'il y aurait de brillants architectes avec de brillants urbanistes qui viendraient travailler et puis définir un nouveau type de logement, un nouveau type de ville. Non, l'idée était, et je pense restera, le fait que l'expérimentation, c'est l'expérimentation de l'ensemble du corps social. D'où le fait d'impliquer inévitablement le corps social dans ce processus-là, donc sur la réflexion sur la ville, etc. Donc ça, c'était le deuxième élément qui me paraît extrêmement important. Et le troisième, c'était donc le processus d'intégration du peuple dans le dispositif. Processus d'intégration pour définir un outil de production, c'est pour organiser la production, avoir des gens qui travaillent tout simplement dans le processus de fabrication, ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'on atteint à peu près 70% de la production de logements qui est produite par la population, par les Vénézuéliens, ce qui n'était pas le cas au départ parce que avant la révolution bolivarienne, le secteur privé était capable de produire entre 10 et 100 000 logements par an les années où ça allait extrêmement bien, c'est-à-dire incapable de répondre à la demande. Donc, ils ne pouvaient pas. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que le dispositif institutionnel a fait que la population est devenue, ce qu'ils appellent, protagoniste du devenir de la ville. C'est-à-dire que c'est eux qui définissent comment est-ce que s'organise la ville, comment est-ce que s'organisent les logements en conséquence pour produire ces 3 millions de logements. Donc toute la série de logements qui à partir de 2015-2016
et sur ce dispositif. Je voudrais dire, parce que je vais aller beaucoup plus vite, je ne vais pas présenter le Venezuela, ça mériterait plusieurs heures de présence, mais le Venezuela, depuis 1998 et depuis la Constitution de 1999, connaît un double dispositif institutionnel, une constitution qui a redéfini les pouvoirs, du pouvoir central de l'État, du pouvoir législatif, les différents pouvoirs tels qu'on les connaît ici, et un deuxième dispositif qui est en train d'émerger, qui est en train de se constituer, qui est le pouvoir et qui est en train de se constitutionnaliser, qui est le pouvoir des conseils communaux, qui est l'organisation élémentaire populaire et qui a autorité sur tout à partir du moment où elle est organisée, qu'elle élit des représentants, etc. Et ce dispositif vient en friction avec le dispositif préexistant, mais il a une chose qui est importante, c'est que les conseils communaux qui peuvent décider dans leur quartier de comment on transforme, je sais pas, les voies, etc., s'organisent en comunas, et ces comunas ont pouvoir de mobiliser des fonds, etc., pour organiser et pour transformer la ville. Donc ça, c'est important, et donc elles peuvent constituer des entreprises communales pour produire. Donc ça, c'est un élément important. Et ce dispositif qui est en fonction, l'étape suivante, c'est la définition de ce qu'ils appellent la ville communale, c'est-à-dire une organisation spatiale qui est un lieu où les hommes vivent, enfin, les hommes et les femmes vivent ensemble, travaillent ensemble, et ce n'est plus le modèle tel que le Venezuela connaît, le modèle d'urbanisation tel qu'il connaît, c'est ce nouveau modèle d'appréhension du territoire. Et quand ils disent ville communale, ils ne disent pas seulement ville communale, ils disent territoire communal. C'est-à-dire que la distinction que tu faisais tout à l'heure entre campagne et ville est une distinction qu'ils essayent de transcender. C'est de dire, on aborde la question du territoire et on n'aborde pas la question de la ville ou la question de la campagne. Et c'est tout le processus qui est actuellement en cours. Et pour ça, ils ont décidé récemment, puisque la grande mission logement, dont vous avez vu quelques photos derrière, enfin là c'est la grande mission logement en Chine, ils sont arrivés au bout de leurs 8 années d'expérience et aujourd'hui, il a été décidé que la seconde étape de cette grande mission, mais on pourrait parler de la mission santé, on pourrait parler d'autres missions, mission éducation, etc. La seconde étape de cette mission, c'est d'être dans un premier temps un fer de lance, un drapeau pour exiger à travers le monde le droit au logement et le droit à la ville pour tous. C'est-à-dire pour tous au plan universel. Mais avec cette ambition, c'est que cet engagement, cette production massive, elle permet à mettre en œuvre un projet d'un droit à l'habiter comme outil de penser la manière dont on habite le territoire. Donc il y a cette ambition non seulement de dire droit à la ville, enfin droit au logement, droit à la ville, mais ce droit à l'habiter. Et ce droit à l'habiter, c'est vraiment une idée dynamique d'organiser le territoire, de penser le territoire d'une manière, bien évidemment, qui se veut émancipatrice, puisque c'est l'ambition, me semble-t-il, du peuple vénézuélien aujourd'hui. Et je le dis tout à fait sincèrement, puisque je dis qu'un architecte, c'est l'engagement, c'est penser habiter, et c'est aussi penser que au cœur du dispositif, c'est pas l'architecte, c'est le peuple, puisque la question urbaine et la question du territorial est avant tout sous forme d'espace ou sous forme d'espace, est avant tout une question de société, et que les questions de société, seuls les peuples sont à même d'y répondre, et c'est pas aux spécialistes d'y répondre, me semble-t-il. Mais que le monde néolibéral aujourd'hui, le monde qui domine, le monde nord-américain qui impose un modèle de ville, un modèle d'aménagement du territoire, peut-être que la Chine se l'approprie, mais ma camarade le dira mieux que moi, parce que moi je ne sais pas, qui essaye d'imposer un modèle de ville, un modèle de territoire, un modèle de campagne, qui est un modèle unique et qui serait le modèle abouti qu'on n'aurait plus qu'à adapter à la périphérie pour essayer de survivre dans un monde qui est celui que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'est ma première intervention et je reviendrai là-dessus plus tard. Pourquoi on a la Liaoning avec nous, c'est qu'elle est amenée à travailler sur ces questions de la participation des habitants.
ce qu'on n'attendait pas, hein, on l'évoque depuis tout à l'heure, en Chine. Et elle est amenée à travailler sur différents territoires, notamment à Shanghai et à Wuhan. Et je lui ai proposé de venir nous expliquer quels étaient ces nouveaux dispositifs. Et vous allez voir, là aussi, comment ce dispositif de bas en haut prend écho dans un pays et dans l'autre. Liaoning, à toi la parole. On m'a envoyé beaucoup de balles. Pendant une heure, il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur l'urbanisation en Chine, l'urbanisation au Venezuela, quel modèle urbain pour le monde de demain. Ce sont des très grandes questions auxquelles on n'a peut-être pas la réponse parfaite ce soir. En fait, je viens ici pour témoigner. En tant qu'architecte aussi, mais plutôt en tant qu'architecte un peu gastronome qui aime la vie et qui a traversé la culture chinoise pour arriver en France. Et en pensant au sujet de la ville chinoise dont on va parler, j'ai pensé d'abord aux choses qu'on aime. Donc, je voudrais vous parler pas de la politique ce soir, mais je voudrais vous parler du riz. Le riz est aussi important pour les Chinois que la baguette pour les Français. C'est un bol de trésor qui a une odeur propre. On fait du riz sans rien rajouter en Chine et c'est peut-être même le symbole du bonheur familial d'avoir du riz à manger tous les soirs. Très, très important pour nous tous. Et j'ai un peu regardé quelle pourrait être la comparaison avec le Venezuela, comparer ce qui est difficile, mais il y a une chose, c'est que j'ai découvert qu'au Venezuela, la céréale la plus consommée, c'est aussi du riz. Donc, au moins, il y a un point en commun et qu'on mange beaucoup de cette céréale. Et ensuite, j'ai un peu fait la recherche pour voir d'où vient le riz en Chine depuis une centaine d'années. Jean-Louis a dit tout à l'heure qu'on a l'impression de vivre une époque de rupture, que par rapport à l'époque maoïste, la Chine s'accélère, l'urbanisation est massive, les gens changent de mode de vie, tout est très speed, on a plein de conflits partout, on a aussi plein de problèmes partout. Et la question, c'est est-ce que les Chinois savent faire la ville? Est-ce qu'ils savent vivre en ville? Et en fait, de mon point de vue, c'est que la Chine a été le pays le plus urbanisé au monde avant le 19e siècle. Déjà au 12e siècle, la capitale de la Chine à l'époque de la dynastie Tang, Xi'an, a atteint 1 million d'habitants. Et c'était la période où l'Europe était au Moyen-Âge et les plus grandes villes en Europe, comme à Paris, à Rome, on atteignait 100 000 ou 200 000 habitants. Donc il y avait cette masse déjà urbaine qu'on arrivait à agglomérer et qu'on arrivait à faire vivre ensemble il y a 1300 ans de notre époque. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'avec tant d'histoires et tant de trajectoires à travers l'histoire des villes, sait-on vivre en ville aujourd'hui avec les défis d'aujourd'hui? Donc, à travers le riz, il y a aussi une autre histoire. C'est que la Chine est gastronome. Tous les habitants, quelle que soit leur catégorie et d'origine sociale, aiment manger. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un dans la rue en Chine, on ne dit pas bonjour. On dit « est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez bien mangé ?» en chinois. « Chilema ». C'est très important. Quand on a bien mangé, la journée commence bien, on se sent bien. Et cette conception de mode de vie et de vie heureuse, pour moi, est essentielle dans la culture chinoise. C'est ainsi que, par une occasion, on nous a invités à réfléchir sur un nouveau modèle d'éco-cité franco-chinoise dans la ville de Wuhan, et avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui sur le Smart City, sur les moyens de transport. Je suis allée sur le site avec mon équipe française. On a goûté une chose et on en était convaincus. On a goûté la racine du lotus qui est produit localement. C'était produit dans les 100 lacs. Il y a une centaine de lacs autour de la ville de Wuhan. D'ailleurs, c'était une région de riziculture très importante pour toute la Chine. C'est une région qui produit plus de la moitié de cette céréale pour tout le pays. Et j'ai goûté cette racine de lotus qui est tellement délicieuse,
qui est représentatif de la culture locale. Et je me suis dit, on ne peut pas faire une écocité sans avoir gardé et préservé cette spécialité-là. Donc, on a fait notre première présentation parmi 36 équipes et on a terminé avec le Lotus. On était l'équipe la plus jeune et on était la seule équipe à être applaudie par la salle. Donc, c'est de dire que tellement ça venait dans la salle, il y a des officiels, il y a des urbanistes, des gens qui étaient censés nous juger. Ça explique tellement, c'est ancré, cet amour de gastronomie et de bonnes choses et de joie de vivre dans notre société. Donc, certes, dans notre société moderne, on a des grands principes, on a des grands défis d'urbanisation, on doit résoudre tous les problèmes, mais notre problème quotidien, notre souci quotidien, c'est de bien vivre. Et c'est ainsi qu'avec une équipe franco-chinoise, qu'on a décidé d'axer nos activités sur cet art de vivre, en français, art de vivre, et d'axer notre regard d'architecte sur l'espace en préservant cette joie de vivre au collectif. Et ça, c'est au quotidien, c'est à travers les gestes du quotidien, et c'est à travers la gastronomie, à travers les jardins. Et c'est ainsi qu'on a pensé que pourquoi on va faire des villes, en Chine, une centaine de villes de 1 million d'habitants qui se ressemblent les unes par rapport aux autres. Alors que, localement, à Wuhan, vous avez une gastronomie tellement particulière, basée sur le lotus, sur l'asperge. Toutes les saisons, les légumes changent. À Shanghai, il y a du tofu, il y a du soja, il y a cette riziculture dans le delta de Yangtze qui a fait le fondement de notre civilisation. Pourquoi on ne travaille pas sur ces éléments-là et on travaille sur le béton, sur les statistiques? Et donc, c'est notre approche sur comment créer l'espace urbain de demain qui pourrait rendre chacun plus heureux, en tout cas, qui pourrait introduire ou réintroduire de la nature, d'avoir des jardins à proximité, parce que si vous connaissez un peu la Chine, vous connaissez sans doute les jardins de Suzhou, qui sont les trésors de notre société et que tous les Chinois visitent dans leur vie. Suzhou a, je pense, 10 fois plus de visiteurs que son habitant. Et la plupart des touristes, ce sont des Chinois. Ça traduit à quel point on représente notre idéalité de vie dans ce genre d'espace. Et on voulait le retrouver en ville. Et malheureusement, dans la ville moderne, on a perdu cette trace. Donc, notre premier projet à Shanghai, c'est une commande du gouvernement Shanghai de trouver... de faire une sorte de quartier d'affaires à l'image de Défense, parce que Shanghai a grandi en métropole et Shanghai a besoin d'une porte à l'ouest de son aire métropolitaine pour représenter la puissance de son pouvoir économique. Mais c'est aussi autour du plus vieux temple de la région, sachant que Shanghai était un petit bourg il y a 150 ans, les temples étaient les véritables centres d'organisation sociale. C'est là où on retrouve le plus vieux de temples de Shanghai avec des bâtiments qui datent encore d'il y a 800-900 ans. On est allé voir cet automne avec notre professeur de Chaillot qui nous a enseigné l'architecture patrimoniale en France, et on a visité ces structures en bois qui datent d'il y a 800 ans et qui sont encore là. Et autour du temple, il y a toute une organisation sociale et de vie sociale qui est là depuis la nuit des temps. Et donc, nous nous sommes posé la question, comment on peut détruire tout ça pour faire un quartier d'affaires tel que la Défense, qui est même pas plébiscité en France, qui pose plein de problèmes dans l'organisation de la vie métropolitaine, parce que c'est un quartier d'affaires qui vit que 8 heures, 10 heures par jour, et le soir, il n'y a personne. Donc, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on veut en modèle de vie heureuse en Chine. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas travailler intelligemment en combinant la densité avec des quartiers de haute densité, mais les quartiers aussi qui s'organisent et qui s'articulent autour de la vie traditionnelle et qui permet aux habitants de rester. Donc, nous sommes aussi allés voir autour. Autour de ce temple, il y a aussi les villages d'ouvriers qui sont faits dans les années 50. Ce sont les premiers villages ouvriers, un peu comme au Venezuela, où il y avait une utopie sociale à l'ère du début du pouvoir communiste,
de fournir des logements aux ouvriers qui travaillent dans les aciéries et des grandes usines autour de Shanghai. Et aujourd'hui, quand on va dans ces quartiers, on voit quoi? En fait, on voit des structures de 3, 4, 5, 6 niveaux qui sont très proches du sol. Et on voit, il y a une étude qui a été conjointement faite avec l'université de Tongji. On découvre qu'il y a plus 50% d'espace libre dans ces communautés ouvrières qu'on pourrait faire en jardin ou faire en autre chose et qui sont malheureusement depuis 50 ans un peu délaissés et surtout depuis 20 ans qui sont remplis de voitures parce que les habitants ont commencé à accéder à ce mode de transport et ont rempli ces communautés de parkings de voitures. Donc il y a une réflexion de dire pourquoi ne pas libérer ces endroits pour permettre aux habitants de faire autre chose que de passer devant. Donc c'est ainsi qu'est née une série de projets qui permet d'insérer dans un grand projet de master plan des projets de jardin, de jardinerie, mais aussi des parcs, de la promenade, en regardant ce que chacun des habitants voulait faire de sa vie autour de lui. Donc nous, les architectes urbanistes, on a bien sûr la mission de créer un master plan. On a aussi la mission de rencontrer ces habitants. On a fait 2 forums sur place avec les villages et les gens, les curieux, les représentants du village, mais aussi les retraités qui se sont portés en volontaire dans des associations de quartier qui viennent voir et qui posent plein de questions sur l'urbanisation du futur. Donc, au final, sur un territoire de 600 hectares, on a urbanisé un quart qui est en renouvellement urbain par rapport à un tissu industriel précédent en quartier de bureaux, parce qu'il y a ce besoin aussi de nouveaux logements. Et on a libéré 150 hectares pour tout ce qui est espace vert, espace de jardin. Et il a fallu un effort gigantesque pour en fait convaincre le gouvernement de céder ces terrains aux activités en plein air plutôt que de les vendre aux promoteurs. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y a à Shanghai, il y a énormément d'infrastructures qui existent encore, qui occupent beaucoup de terrain. Donc c'est avec un jeu intelligent de coexister avec ces infrastructures, avec les rues, avec le canal, avec tous les espaces qui avaient une fonction urbaine fondamentale, telle que pour les eaux, etc., qu'on arrive à négocier ces espaces pour les rendre à la vie des habitants. Donc, en fait, on a pu, avec 4 ans d'études et presque 10 ans d'études urbaines sur le site, arriver à réglementer aujourd'hui sur un terrain qu'on voulait faire la défense, je dirais, un quartier mixte de logements neufs, mais aussi de logements anciens. Et on a réservé... on a préservé tout le tissu urbain autour du temple pour son évolution au futur et on a intégré toute une série de petits équipements. Par exemple, on a réhabilité une station de pompage d'eau en centre de quartier pour les habitants pour qu'ils puissent venir s'exprimer, exposer. Il y a des expositions de peinture et il y a des discussions sur des livres, sur la littérature. Et le dernier forum qui a été fait, c'était la semaine dernière, il y avait une spécialiste de rangement qui est venue parler de comment mieux ranger en ville. Donc, je trouve que c'est extrêmement vivant et en fait, en dehors de l'image de la Chine avec des tours de 100 mètres de haut, avec la perte de lien social, on tient extrêmement beaucoup à cette vie piétonne, avec cette rue de rue, avec cette organisation sociale du quartier qui perdure, je pense, depuis 1000 ans chez nous et qui continue à exister. Et donc, j'ai aussi vu des exemples de contraste. Par exemple, dans la ville de Chongqing où je suis née, qui est en gros la ville la plus popularisée, enfin la ville la plus grande du monde, parce qu'il y a presque 30 millions d'habitants, comme le Mexico City, mais sauf qu'on n'en parle jamais. Et il y a des vies sociales qui s'organisent verticalement, qui s'organisent dans les tours de façon à créer ces lieux de sociabilité. Et là, peut-être sans partir sur Chongqing, je voudrais qu'on continue sur cette question de
comment travailler avec la population. Donc là, je vais peut-être donner la parole à Jean-François parce que tu nous expliques, et c'est passionnant, que en tant que cabinet d'architecture, vous êtes l'intercesseur qui va permettre de prendre en compte auprès des services d'urbanisme, que les services d'urbanisme de la ville et le gouvernement local prennent en compte les attentes des habitants. Et Jean-Louis nous a expliqué combien c'était d'une certaine manière cet art de la négociation qui était arrivé au premier plan. J'aimerais maintenant qu'on voit côté Venezuela comment se fait cette coproduction de la ville, puisque dans un cas comme dans l'autre, on est dans une production importante et rapide de logements. Mais produire du logement, ce n'est pas produire de la ville, comme tu l'as bien expliqué. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu as commencé à amorcer avec les communas et qu'on puisse avoir plus d'éléments. Merci. Bon. D'abord, la production au travers de la grande mission Vivienda, c'est un cadre général institutionnel. Hein, et après, il y a différentes manières de procéder dans ce cadre-là. Passer de quantité à qualité, c'est un défi gigantesque. On a vécu ça aussi en France, on vit ça ailleurs, etc. Et il y a des contradictions qui sont parfois difficiles à lever. Et je pense que le Venezuela vit, comme tous les pays qui décident de ça, vit ces contradictions et qu'il essaye d'y apporter des réponses à sa manière, compte tenu de ce qu'il est et compte tenu aussi de ce qu'il a décidé que devait être l'organisation sociale, c'est-à-dire repartir d'une unité élémentaire d'organisation du peuple, ce qu'on appelle les comunas. Et c'est le point de départ. Donc la co-construction de la ville, la co-construction du logement, la co-construction du devenir du territoire, c'est pas une co-construction, c'est une construction tout simplement puisque c'est au peuple organisé de décider de comment il veut construire. Mais pour ça, il faut qu'il travaille, c'est pas spontané. Donc la première question qui se pose à l'ensemble du corps social vénézuélien, c'est comment on s'organise, comment on est organisé pour répondre à la question urbaine, qui est une question qui induit une question de société. Donc ça, c'est important. Alors, je vais prendre deux exemples sur lesquels on travaille. C'est à l'échelle d'un projet de transformation d'un quartier de 1200 familles, 5000, un petit peu plus de 5000 personnes, et un deuxième projet sur lequel on a commencé à travailler, qui est à l'échelle d'une région, et là c'est 1700 km². C'est plus tout à fait la même chose, donc on est plutôt sur la réflexion sur quel territoire, comment transformer le territoire. Bon, sur le premier projet, ce qui est en train d'émerger, il s'agissait donc de réorganiser à la demande de l'autorité municipale, un quartier d'une périphérie, d'une ville périphérique à Caracas, mais une réorganisation d'un quartier qui ne devait pas être la réponse aux nécessités, seulement aux nécessités, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les égouts, etc. Parce que ça, c'est pas un débat, c'est une nécessité. Donc il faut faire. Après, il faut se poser la question de comment faire et qui fait. Bon, mais la question qui était posée, c'est de savoir comment est-ce que ce quartier, qui nécessite des transformations parce que les gens vivent dans des conditions inacceptables, comment est-ce que ce quartier, dans le cadre de ces transformations, participe de la transformation de la ville, non seulement de la ville telle qu'elle existe, mais la ville à laquelle on aspire. Et donc là, le premier travail qui a été fait avec les communautés organisées, c'est de se poser la question, avant de savoir qui ferait quoi et comment, c'est de se poser la question de quelle ville voulons-nous. Et donc ça a été la première étape d'interrogation, mais de quelle ville voulons-nous, sachant qu'on est là où on est. On n'est pas en train de penser à un avenir sur la Lune, on est là, avec les contraintes. Donc ça a été une première étape, et cette étape-là, c'était donc une étape de débat politique, organisée dans les conseils communaux, c'est-à-dire dans l'organisation élémentaire, constitutionnelle, pour savoir, je ne dis pas que la solution, elle est là, mais en tous les cas, à partir de ces débats-là, des orientations ont été définies, ce qui a permis de travailler sur un modèle pour pouvoir réaliser la première étape de ce qu'on appelle une unité de production, c'est-à-dire une unité de logement, mais avec des lieux de travail, etc., de définir trois normes.
il y a une première norme qui est la norme institutionnelle du cadre de la grande mission logement. On doit produire du logement avec telle et telle norme, comme on a ici dans la production de logement. La seconde, qui est une série de normes qui sont les normes, je dirais, liées au contexte, le contexte économique. On ne produit pas aujourd'hui au Venezuela comme on produisait il y a 25 ans et comme on produira dans 25 ans. On était sur un modèle de production, d'importation, etc. Aujourd'hui, si on veut changer le modèle de fonctionnement de la société, il faut bien qu'on trouve une autre manière de construire. Donc, les normes économiques, etc., sont à prendre en compte. Et elles se définissent en fonction du contexte. Aujourd'hui, par exemple, il est plus difficile de construire en béton qu'en acier parce qu'il manque de béton. Peut-être que pourquoi il manque de béton, je vous laisse imaginer. Voilà. Et donc la production en bois aussi se développe pour des raisons qui sont des raisons contextuelles. Il faut en ce moment produire, donc on produit avec ce qu'on a. Et la troisième norme qui fertilise les deux autres, et c'est là que, à mon avis, c'est là qu'est le dispositif le plus intéressant, c'est la norme communale. C'est-à-dire que c'est la norme que définissent les populations organisées dans ce territoire-là de ce que doit être leur habité. Et en particulier, je peux vous citer quelques exemples. On a eu des débats où il y avait plus de 300 personnes qui se réunissaient. On était face à 300 personnes. On est venus comme des architectes habillés en noir. On a présenté nos panneaux et on est passé sous la table quand les gens nous ont dit « on comprend rien de vos panneaux. Vous devez nous expliquer comment se font les choses. » Pourquoi ? Parce que nous, on veut certaines choses. Et ce qu'on veut, c'est que vous démontriez, vous, en tant qu'architecte, que de vivre dans la pente, ça n'est pas être de ceux qui sont rejetés de la ville. Parce que, on sait bien qu'en Amérique latine, particulièrement au Venezuela, les gens qui vivent sur les coteaux, c'est les gens qui sont exclus de la ville parce que c'est les terrains que personne ne veut exploiter. C'est là où on va, quoi, hein. Quand on n'a pas, c'est ce qu'on squatte. Bon. Donc ça, c'était une première chose. Faites la démonstration que vivre dans la pente, c'est vivre. Et donc, travailler une architecture qui permette ça. Deuxième élément que nous disaient les gens, à la suite de ces débats, écoutez, la densité, on aime ça. On aime vivre les uns à côté des autres. D'ailleurs, nos quartiers font qu'on vit les uns à côté des autres. Mais par contre, de la densité, on ne veut pas la promiscuité. On ne veut pas tous les aléas qu'on a dans nos quartiers. Donc, votre boulot à vous, c'est de faire en sorte que vous préserviez la densité, mais que vous nous libériez de ce qui est une contrainte aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est votre boulot, vous les architectes, c'est votre boulot, vous les urbanistes, c'est votre boulot, les sociologues, etc., pour faire. Donc vous voyez bien que le corps social ou la population, elle est au centre du dispositif. Et troisièmement, par exemple, et en nous disant, mais nous qui avons cette relation on est sous les tropiques, qui avons une relation très forte à l'environnement naturel, s'il vous plaît, faites en sorte que les productions qui vont exister, elles nous permettent de retrouver ce rapport très fort et immédiat qu'on a à la nature et qu'on ne veut pas perdre. Et vous devez, par exemple, en utilisant la densité végétale, nous permettre d'essayer de répondre aux problèmes précédents. Voilà. Donc c'est tous des dispositifs comme ça qui ont été mis et qui montrent que on n'est pas dans de la co-construction, on est dans la construction d'une pensée qui après permet à chacun des techniciens que nous sommes, architectes, urbanistes, ingénieurs, etc., de nous trouver là où on doit être, c'est-à-dire exercer notre métier pour traduire par la forme ce qui a été décidé collectivement. Et ce collectif, c'est pas un collectif qu'on a consulté, c'est un collectif qui est celui qui décide, enfin qui est celui qui vit, c'est l'habitant, mais l'habitant organisé. Et là, j'aimerais du coup enchaîner avec Liu-Ning, parce que tu nous disais que tu étais depuis 10 ans à mener des études, depuis 4 ans sur le site. Est-ce qu'il y a des processus opératoires qui se mettent en place, qui peuvent, d'une ville ou d'une situation à l'autre, permettre de développer de nouvelles manières d'apporter justement cette qualité que tu évoquais, cette qualité de la ville dans des quartiers dont on a les mêmes donnes, une très forte densité. Comment vois-tu les choses? Je dirais que, en fait, regarder la problématique urbaine, on a souvent l'impression de regarder à travers un entonnoir sur un point précis. En fait, le urbain est un système très vivant, très, très complexe. Et peut-être que ce désir d'urbanité, il a été asphyxié depuis 50 ans en Chine.
Pour moi, ce désir d'urbanité a toujours existé dans le cœur des Chinois. Seulement, on n'a pas pu s'exprimer depuis 50 ans. Et que enfin, on peut se libérer un petit peu. C'est là où les voix émergent. Il y a les formes que vous connaissez, les formes associatives, les comités de quartier, les représentants des rues, qui sont une espèce de structure administrative la plus petite de l'État pour organiser la vie de tout un quartier. Il y a ces choses-là, mais il y a énormément aussi d'organisations non gouvernementales qui ont émergé pour apporter de l'aide à la population défavorisée. Et ça, je trouve que, en tant qu'architecte et urbaniste, on ne va pas faire de grandes théories, mais il faut qu'on ouvre les yeux. C'est-à-dire, par exemple, à Shanghai, il y a une organisation que vous avez sans doute vu dans les médias, qui mettent des choses qui restent de la journée des supermarchés ou de la famille dans un frigo ou dans un placard dans la rue. Ça existe, et pour que les gens qui n'ont pas les moyens de venir les chercher. Eh ben, cette organisation à Paris, ça s'appelle l'application Too Good To Go, version capitaliste libérale, très américaine. Et à Shanghai, bah, ça s'organise tout seul dans le quartier. Ça s'organise aussi dans les quartiers en France. Vous pouvez lire, il y a des boîtes à livres où vous pouvez récupérer. Ça, c'est des efforts qui sont spontanés, qui sont nés. Mais je dirais que ça, ce n'est pas suffisant. Parce que pourquoi? Jean-Louis a dit tout à l'heure que dans la nouvelle périphérie résidentielle chinoise émergent énormément de conflits sociaux. Je dirais que peut-être on n'a pas autant de morts qu'au Venezuela. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire où mon co-directeur de thèse a fait 20 ans d'études en Amérique latine sur le risque et la violence urbaine. On n'a peut-être pas de morts, mais beaucoup de débats et de salive perdue dans ces questions-là. Ça, c'était le cas, par exemple, dans un quartier de Tianjin. Et un jour, on a eu une explosion de produits chimiques dans le nouveau port et tout le monde est mort. Tout le monde qui a acheté des nouveaux logements dans ce quartier ont perdu l'ensemble de la propriété. Ils n'ont plus rien. Il y a des jeunes qui ont témoigné, ils ont tout misé là-dessus, mais ils n'avaient plus rien. C'est là où on se rend compte qu'il y a un problème plus grand. Il y a un problème général, en commun, qu'on soit plus riche ou plus pauvre, c'est la pollution de l'air. C'est le fait qu'on a trop de plastique dans notre société. Et je peux vous dire, il y a 5 ans, il y a énormément de sacs plastiques partout en Chine. J'allais avec mes associés, chacun prenait un sac pour n'importe quoi. Et aujourd'hui, les sacs sont payants. C'est interdit d'utiliser les sacs plastiques. Et je pense qu'il y a certes le besoin individuel, il y a aussi cette conscience commune de la dégradation de notre environnement de vie, du fait que notre riz soit transgénique, qu'il ne soit pas propre, qu'on ait des faux œufs dans nos assiettes. Ça nous choque énormément. Et je pense que la conversation, quand je vais en Chine, chaque fois que je monte dans un taxi, que je rencontre un habitant, 50% des cas, on porte sur la question de l'environnement et sur le monde dans lequel on vit, et on a des soucis pour les générations à venir. Et je pense que nous, on aime tellement la proximité de la nature et de cette chose que les habitants s'organisent. Par exemple, à Shanghai, maintenant, il y a des jardins pédagogiques pour les enfants, pour qu'ils aillent voir qu'est-ce que c'est des graines, qu'est-ce que c'est qu'une courgette, ce que les gens de ma génération, dans les années 90, n'ont jamais vu avant l'âge de 15 ans où on est sorti faire une excursion. Mais ce n'est pas interdit, Jean-Louis. C'est pas qu'on détestait de faire l'excursion, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'aller à la campagne. Ce que je voulais dire, c'est que pendant 50 ans, notre désir de la nature a été tué, a été empêché. Et maintenant qu'on a l'occasion de le faire, on va le faire en plein pot. Et que, en fait, le progrès nous permet de le faire. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des choses fondamentales à faire ville. C'est quoi? C'est des écoles, des hôpitaux, des services de santé, de l'infrastructure. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire une ville sans infrastructure. Sur les terrains sur lesquels on travaille, on ne peut plus faire ville, tabula rasa. En fait, on refait ville dans les endroits qui ont été déjà partiellement urbanisés depuis 30 ans. L'urbanisation de la Chine a commencé au début des années 80. Donc ce n'est pas 10 ans, c'est plutôt 35 ans. L'urbanisation à notre âge. Et donc, on essaye de refaire ville sur des choses qui ont été mal construites, qui ont été mal structurées, où il n'y a pas de métro, pas de bus. Donc, notre première réflexion avec les habitants
Et ce qu'ils réclament, c'est que le bus arrive devant chez eux. C'est qu'il y ait des vélos à disposition, pas chers, presque gratuits, pour qu'ils puissent aller au marché à pied, plutôt que d'aller en voiture. Ça, c'est un désir en commun qui émerge de notre travail sur le terrain, sur des projets qui sont gigantesques et qui sont censés être des projets commerciaux, capitalistes, libéraux, tout ce que vous voulez, tout ce que le sociologue peut qualifier de ultralibéral, modèle américain, mais en fait, en travaillant avec les institutions d'urbanisme, parce que dans notre vie, on voit les habitants, on voit aussi les chefs de village, on voit le maire, on voit le directeur d'urbanisme des grandes villes, comme celui de Wuhan, qui regarde en personne ce qui se passe sur des terrains à urbaniser aujourd'hui. Et le désir en commun de toute cette hiérarchie pyramidale, certes, c'est de revaloriser notre patrimoine en commun. Au mois de février, on a fait une présentation à la ville de Wuhan pour le projet qu'on développe sur 25 km². Et la demande du directeur d'urbanisme de la ville, c'est regarder comment c'était là il y a 100 ans. Comment s'étaient organisés les canaux d'il y a 60 ans, avant que l'urbanisation massive arrive, comment les choses étaient organisées. Parce qu'on travaille autour des lacs et d'une rivière qui était d'une des plus limpides de la région, et maintenant elle est extrêmement polluée. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ce résultat? Et donc, je pense que le futur nous réserve plein de défis et que l'architecte urbaniste, ce n'est plus le chef de clan qu'on aurait imaginé à l'époque de Le Corbusier qui donnait des leçons à la population entière. Non, le rôle de l'urbaniste et de l'architecte, c'est d'observer, d'être curieux, d'être humble par rapport au contexte dans lequel il travaille et de penser aux générations futures qui allaient venir. Donc non, on ne va pas remplir la ville avec des bâtiments en béton. On pense en matériaux biosourcés, on essaye de proposer de garder des jardins, on essaye de proposer de garder des champs de rizières au plein milieu de la ville de Wuhan, et ça a été accepté. Parce que les gens, c'est une excellente idée, même pour la classe politique qui a besoin de vendre très cher leur terrain. Mais non. Donc, en fait, ce que je voulais dire... Léonie, on va laisser la parole à la salle parce qu'il nous reste juste 10 minutes pour les questions-réponses. Je pense que la salle a beaucoup de questions. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ne regardez pas la Chine telle qu'on vous dit. En fait, il faut aller en Chine. Je vous invite, chacun de vous, à aller vous promener en Chine pendant 3 semaines. Vous allez voir la formidable diversité qu'il y a dans ce pays. Bon, je fais la pub pour mon pays et j'espère que vous irez. Non, je vous rends la parole. Merci pour vos interventions. Donc, pour permettre à nos gardiens de pouvoir fermer les lieux tranquillement, vous avez 10 minutes de possibilité de questions-réponses. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà... Oui, bonsoir. Jean-Louis, vous nous avez dit qu'en Chine, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas la misère comme on la trouve éventuellement dans nos sociétés à nous. Vous avez parlé de pauvreté. C'est difficile à croire quand même. Est-ce qu'elle n'est pas visible? Est-ce qu'elle a été extraite du domaine public par les autorités ou vraiment n'existe-t-elle pas? Évidemment, c'est toujours la définition de ce que l'on appelle la pauvreté ou pas la pauvreté. Bon. Quand on regarde une ville, on pourrait dire comme Pékin, disons que les questions enfin, les gens qui sont en difficulté, on pourrait dire, sont de 2 sortes. Il y a une première catégorie de gens qui sont des urbains, qui, pour une raison ou pour une autre, d'abord sont très peu nombreux, en pourcentage, sans doute 1% ou 2% de la population urbaine, qui sont des gens en difficulté, mais ce sont des gens en difficulté qui peuvent profiter d'un système d'aide, on pourrait dire, qui permettent,
on pourrait dire, de les garder socialisés. C'est ça que je veux dire. Quand je dis la pauvreté, pour moi, la pauvreté, la véritable pauvreté, c'est les gens qui sont désocialisés. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont des profondes difficultés psychiatriques, des difficultés d'addiction, des difficultés de véritable marginalité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'habitat, ils n'ont pas de vie sociale, etc., etc. Voilà. En Chine, cette population pauvre qui rencontre des difficultés a d'abord un logement, puisque les autorités locales ont obligation de donner un logement à cette population. Donc on ne voit pratiquement pas de gens sans logement à Pékin. Hein. Ça peut arriver, on voit quelques ce qu'on pourrait appeler clochards, là qui ont des problèmes effectivement manifestement psychiatrie, etc., qui vivent dehors, etc. Mais c'est une population qui est vraiment extrêmement rare. Hein. Donc il y a cette population, qui est une population qui a des difficultés évidemment financières, mais qui n'est pas désocialisée. Hein. Donc ça c'est la première catégorie de gens. Et puis et c'est souvent cette catégorie-là dont on parle quand on parle de la pauvreté en Chine, d'une certaine façon, ce sont les migrants. Mais les migrants, n'imaginez pas des migrants qui, comme un peu nos migrants à nous, se retrouvent à la chapelle et n'ont rien à faire toute la journée pratiquement, etc., etc. Les migrants en Chine sont une catégorie sociale que l'on pourrait plutôt comparer, je dirais, à la classe ouvrière du 19e siècle. Et encore en retirant, on pourrait dire, des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière de la 19e siècle, tout l'aspect que décrit Engels dans la condition, la misère de la classe ouvrière dans les années 1840, etc., etc. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont un logement, souvent dégradé, mais qui ont un logement, qui ont un revenu, qui ont très souvent une vie familiale ou une vie sociale, ils ont des amis, ils ont une télévision, enfin je ne sais pas comment multiplier les exemples, et qui en tout cas n'ont pas la pathologie sociale que l'on peut retrouver quand on parle de la pauvreté ou de la grande pauvreté en France. C'est ça que je veux mettre en avant. Je ne dis pas par là que ces gens-là peuvent pas avoir des dépressions, peuvent pas avoir des problèmes psychologiques, etc., etc. Mais on n'est pas dans le cadre d'une population qui a, d'une certaine façon, quitté qui ne sont pas dans le cadre de relations sociales, on pourrait dire, leur permettant de vivre une vie à peu près normale, on pourrait dire d'une certaine façon. Ils ont tous du travail, ces gens-là. Ils ont du travail. Est-ce que je peux compléter quelque chose très rapidement ? Oui, mais en fait, ici, je voudrais, parce qu'il y a deux points de vue. En fait, selon le point de vue de Jean-Louis, je pense que Michel Houellebecq, il est très pauvre, sauf quand il fait des plateaux télé, parce qu'il est pas très sociable, etc. Et les Mingons sont très riches, parce qu'ils s'entraident entre eux et ils vivent en communauté. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de clochards dans les grandes villes chinoises. On les ramasse et on les met ailleurs. C'est une peut-être si vous allez dans le métro de Shanghai, vous en voyez. Mais la question n'est pas vraiment ça. C'est que est-ce que notre ville du futur permet à tous ces gens de coexister? Comment on doit faire? Je vous interromps parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole et c'est pour la laisser à tous, ceux qui veulent la prendre. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'avais un peu une double question côté Venezuela et côté Chine. Donc vous avez dit que côté Venezuela, l'objectif c'est de produire du logement qui soit hors du marché immobilier. Et j'aurais voulu que vous précisiez qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est une maîtrise des prix, des loyers, ou voilà comment ça fonctionne? Et du coup, je rebondis côté Chine. Vous avez dit que la ville souvent était propriétaire des terrains et donner un droit d'usage aux promoteurs. Je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Ça veut dire que la ville reste propriétaire de ces terrains, parce que pour moi, ça fait écho à des choses qu'on commence à voir venir en France, comme les offices fonciers solidaires. Donc ça pourrait aussi être voilà, des choses intéressantes sur notre manière de faire la ville aujourd'hui. Qu'on soit clair, je ne suis pas un expert de la situation vénézuélienne. Hein. Il faut inviter dans ce cas-là des gens. Mais ce que je sais à propos de la grande mission logement, c'est que l'objectif, c'est un objectif national, c'est un objectif de la société vénézuélienne, il est de sortir
du système du marché qui s'impose. Hein. Et donc, le projet Grande Mission Logement, c'est de ne pas être dans le marché privé, etc. Donc, le foncier est maîtrisé, il y a des outils juridiques, des outils techniques pour maîtriser le foncier, pour le sortir du marché spéculatif, et le logement public sort du marché spéculatif aussi, c'est-à-dire qu'il n'y est même pas, il n'est pas dans le marché spéculatif. Voilà, c'est tout. Et ça, évidemment, a une incidence sur le marché puisque vous avez des logements et la majorité de la population accède à un logement qui n'est pas un logement qui est sur le marché. Donc, il y a le rapport, je dirais, au marché change. Le rapport au logement change. Le rapport à la ville change, puisque, y compris la grande mission Vivienda, les quelques photos que vous avez vues qu'on a passées, c'est pas seulement de la construction à l'extérieur de la ville, c'est de la construction dans la ville. Donc, quand vous avez une quantité importante de logements qui essayent de faire ville, mais importante de logements qui est hors marché, vous comprenez bien que le marché de la ville change. Fut une époque, il me semblait que en France, mais principalement en région parisienne, il y avait aussi une politique un peu comme ça, de contrôler le foncier et puis de faire du logement du HLM qui permettait de ne pas être dans le marché spéculatif. Voilà. C'est pas le même modèle, mais... Oui. Alors, pour répondre à votre question, par rapport au foncier, à la maîtrise du foncier de l'État et à la question du titre de propriété. Eh ben, entre 1949 et 1990, personne en Chine est propriétaire, entre guillemets, de son logement. Tout le monde avait tout le monde était censé, mais c'est pas vrai dans la réalité, avoir un logement. Mais ce n'est pas un logement que vous choisissez d'y vivre. C'est un logement qui vous tombe du ciel. Donc, vous avez des super logements qui ont été, parce que dans chaque ville, il y a des super logements qui ont été réservés à une certaine classe sociale, politique, économique. Et il y en a d'autres qui avaient de la peine à accéder au logement parce que le système d'attribution lui-même était problématique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit se poser la question, quel est le meilleur moyen de se loger? Est-ce qu'on va dans un endroit où on met tous les œufs dans le même panier avec un seul système autoritaire qui vous attribue ou pas un logement? Je peux vous dire qu'avant 90, il y a eu des drames de ceux qui n'avaient pas le logement, parce qu'il y a toujours ce genre de situation. Il y a toujours de la concurrence dans l'accès au logement social, même si vous n'avez pas la propriété. Et la question aujourd'hui se pose, c'est est-ce que nous avons envie de vivre là où on est et est-ce qu'on peut choisir l'endroit où on vit, ayant cette conscience collective de l'environnement pour demain. Et je pense que la question du logement est beaucoup plus complexe que la simple question de je suis propriétaire ou je suis pas propriétaire, ou j'ai le titre ou pas. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en France, avec le système de la taxe foncière, en gros, tous les 50 ans, vous repayez le prix de votre logement pour avoir un papier chez le notaire comme quoi vous êtes propriétaire. En fait, tout le monde contribue au fonctionnement de la ville d'une façon ou d'une autre, malgré les formes différentes. Et en Chine, on a commencé à introduire la taxe foncière depuis 1 an ou 2 dans des villes où il y a des opérations pilotes, où la Chine teste un autre système que d'avoir simplement le terrain pour l'État et ensuite de céder le terrain pour avoir du budget pour les gouvernements locaux. Et donc, la Chine a découvert que cette action à un seul coût n'est pas durable pour la suite et pour entretenir l'ensemble de l'infrastructure, d'avoir des dépenses publiques pour entretenir le niveau de la santé et de l'éducation, il faut des taxes qui rentrent et il faut qu'il y ait d'autres formes alternatives qui arrivent en action pour les années à venir. Juste une précision que effectivement la terre appartient à l'État, donc en fait vous pouvez simplement acheter un droit d'usage de la terre. Et la propriété de l'appartement est limitée à 70 ans, ce qui est un élément important. C'est-à-dire que... Ou 50, ou 30. Ouais. Bon, en général, c'est 70.
Et donc, en général 70, et donc, voilà, c'est un système qui est beaucoup plus proche du système anglais, par exemple, hein, que du système français, c'est-à-dire que, voilà, on est simplement propriétaire pour un certain nombre. Jamais propriétaire du sol. Le sol est toujours, de toute façon, à la campagne comme à la ville, est toujours une propriété publique. Rendez-vous le 18 juin, vous en saurez plus sur le foncier. Encore une dernière question ici. Bonjour. C'était juste en précision par rapport à la question de la dame. C'est aussi qu'au Venezuela, et moi en tant que Vénézuélien, qu'on ait plus de cas justement de Venezuela, la Chine aujourd'hui pour moi c'était une découverte, c'est que aussi les logements au Venezuela avec la mission Vivienda, et il n'a pas forcément un marché économique, sinon justement un marché politique. En fait, pour l'État vénézuélien, les logements sociaux, c'est un instrument de contrôle social, justement, des attributions politiques selon si tu es ou pas dans les partis qui à ce moment tient le pouvoir, justement. Et ma question précise, c'était justement si dans la construction de cette mission Vivienda, surtout dans les grandes villes du Venezuela, comment se gérer, à votre avis, les équipements annexes au-delà des logements? Alors, moi, je ne réponds pas à la place de l'État vénézuélien, on est bien d'accord, hein, je parle de mon expérience, mais je rappellerai seulement une chose, c'est qu'avant 1998, la grande majorité de la population vénézuélienne, et si vous êtes vénézuélien, vous connaissez la ville de Caracas, vous voyez bien quel modèle, si vous prenez une photo de la ville de Caracas, c'est remarquable, c'était une des villes les plus inégalitaires du monde, c'est-à-dire des très grandes fortunes et une très grande majorité vivant dans une misère innommable, inacceptable. La grande mission Vivienda, même si elle est un outil politique tel que vous le dites, a permis à 12 millions d'habitants de quitter la misère, la promiscuité, etc., pour aller dans du logement. C'est pas rien. Faut quand même pas oublier. Et ça s'est fait en 8 ans. Donc, contrôle politique, certainement, de votre point de vue, mais quand même libération d'un mode de vie pour la grande majorité des gens qui maintenant vivent dans dans les conditions de la grande mission Vivienda. Sur la question, la seconde, c'est-à-dire sur les équipements avec, etc., il est évident, enfin en tous les cas pour ce que j'en connais, que produire massivement, si ça n'est produire que du logement, ça pose un problème puisque se loger, enfin on revendique le fait et en ce moment le processus de transformation de la ville au Venezuela dit on se loge pas, on essaye d'habiter, suppose que vous ayez les infrastructures, les équipements, etc., etc., et que ça nécessite des investissements, du temps, etc., et que peut-être qu'il y a parfois un décalage entre les deux. Peut-être qu'il y a un décalage, et on peut constater parfois qu'il y a un décalage. Mais c'est un processus complet qui est en train de se mettre en place avec des défauts, des défaillances, avec des réussites aussi. Et donc, je pense qu'il faut regarder un peu les choses de ce point de vue-là. Et j'insiste, et après, vous pourrez penser ce que... il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est extrêmement difficile pour ce pays, pour ce peuple, parce qu'il y a une pression extérieure très forte qui fait qu'il y a un embargo, que vous savez, il y a un embargo économique, politique, idéologique, enfin tout ce que vous voulez, qui fait que produire du logement, produire de la ville dans ce contexte-là, franchement, c'est pas facile. Et vous savez que la production de logements sociaux au Venezuela, même si elle a baissé pour ces raisons-là, entre autres, est toujours l'un des grandes priorités de la population. Donc quand il y aura 6 millions de logements, eh ben, il y aura peut-être 30 millions d'habitants qui seront dans de nouvelles conditions de vie et ça fera la population vénézuélienne. Donc, je vous propose chacun des intervenants votre mot ou votre question de la fin vis-à-vis du public.
Moi, je voulais juste revenir sur un. Alors, tout à l'heure, on a parlé effectivement un petit peu de logement social. La grande particularité de la Chine, on n'a pas du tout parlé, c'est qu'il y a un gros problème précisément, c'est le problème d'accès des populations qui ne sont pas urbaines, de ces migrants, dont une partie doivent être intégrés à la ville, et il n'y a pas pour l'instant de véritable programme d'accès, disons, de ces populations, soit par la location, soit par l'achat, de ces populations au logement. Ça pose donc un problème fondamental. Il y a quelques expériences, on en parle beaucoup, mais en fait, quand on regarde précisément ce qui se passe, il y a vraiment très très peu d'initiatives et très très peu d'avancées là-dessus. Ça va être un grand défi, parce que quand on parle de logement, on parle tout le temps de cette population de classe moyenne, etc., etc. Oui, mais il faudra aussi loger une partie de cette population migrante qui va rester dans la ville et qui va s'intégrer pour la ville. Pour l'instant, c'est le flou à peu près total. Juste un mot aussi à propos de tout à l'heure, je reviens sur cette histoire de pauvreté, etc., etc. Il y a un élément intéressant, là aussi, c'est par la comparaison qu'on essaie de comprendre les choses. Quand on compare la Chine à deux gros pays équivalents de la Chine d'une certaine façon, c'est-à-dire le Brésil et l'Inde, on voit les différences absolument fondamentales, c'est-à-dire qu'en Chine, il n'y a pas l'équivalent des favelas, des bidonvilles tels qu'on les connaît, c'est-à-dire de véritables entités qui sont coupées du reste du monde, où les populations vivent en marge, souvent du point de vue économique, du point de vue social, où là aussi il y a toutes les pathologies sociales, etc., etc. On n'a pas l'existence de ce genre de choses que l'on trouve au Brésil ou que l'on trouve en Inde. En Chine, contrairement à ce qui se passe en Inde, les gens ne meurent pas dans la rue, très peu de gens vivent dans la rue, etc., etc. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que le développement économique et social de la Chine est extrêmement inégalitaire, mais là aussi, il faut se mettre d'accord sur la notion d'égalité, c'est-à-dire que la particularité de la Chine, c'est que les gens, même les gens qui sont au bas de l'échelle sociale d'une certaine façon, et par exemple les migrants, ont connu une amélioration de leurs conditions de vie et jusqu'à un certain point de vue de leurs conditions de travail. Beaucoup moins que les très riches. Hein. Les très riches ont gagné beaucoup plus, la classe moyenne a gagné plus, mais les gens qui sont au bas de l'échelle sociale ont un peu gagné, en tout cas si on compare encore une fois la situation sociale que l'on peut trouver en Inde ou au Brésil, qui sont, je vous le ferai remarquer, alors je ne suis pas antidémocrate, rassurez-vous, qui sont par ailleurs deux pays de grande démocratie. Donc on voit que les choses sur le plan politique et aussi sont un petit peu différentes. Alors les Chinois, on pourrait commencer par ça effectivement. Si vous voulez, la situation des migrants en Chine est un petit peu particulière parce qu'effectivement, d'un certain point de vue, ce sont des Chinois. En même temps, ils sont traités à peu près comme sont traités les migrants en Europe. C'est-à-dire qu'ils n'ont très souvent pas accès précisément aux services publics, d'un point de vue légal, mais même d'un point de vue, on pourrait dire, social, ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des ressources qui pourraient leur permettre effectivement de progresser dans la société. Ils n'ont pas accès à la formation, à l'éducation souvent, ou en tout cas à des niveaux inférieurs à la population urbaine. Ils n'ont pas accès à l'éducation professionnelle. Ils n'ont pas accès, parce qu'ils n'ont pas les moyens, accès à l'achat d'appartements, qui est un élément fondamental aujourd'hui de l'accès à la classe moyenne. Les enfants, souvent, ne peuvent pas concourir pour rentrer à l'université, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position objective, on pourrait dire, qui est à peu près comparable, on pourrait dire, aux migrants que l'on peut trouver dans la population actuelle, y compris la population européenne, y compris même par rapport à leur statut légal, parce qu'effectivement, régulièrement, on peut renvoyer chez eux, ou en tout cas expulser de la ville, un certain nombre de ces populations. Donc même sur le statut de la nationalité, d'une certaine façon, là il ne s'agit pas de la nationalité, mais du statut de gens venant de l'extérieur. Bon, ceci dit, en même temps, un certain nombre aussi de cette population a réussi le passage à la classe moyenne. Il existe aussi
Et ça, on trouve ça aussi chez les migrants de la deuxième génération, aussi ici, des gens qui réussissent à s'intégrer. Voilà. Liu-Ning, 3 mots de conclusion ou une question? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore expliquées pour la Chine. Ce que je voudrais dire... On ne les fera pas ce soir. Non, on ne les fera pas ce soir. Mais précisément sur les migrants, je voudrais vous donner un chiffre. Il y a 166 millions de population dite migratoire en Chine, c'est-à-dire dans leur hukou, c'est-à-dire une sorte de carte de citoyenneté, là où ils travaillent et là où ils ont cette carte. C'est pas le même lieu. Il y a 166 millions. Et dans les 166 millions, il y a la moitié qui sont des grands migrants, c'est-à-dire qui vivent sur la côte, mais l'origine est à l'intérieur de la Chine. L'autre moitié appartient à des grandes municipalités pour leur population rurale au départ, et ces populations ont migré vers la ville la plus riche du canton ou de la région pour y travailler. Il faut distinguer ces deux catégories. Est-ce que le gouvernement ne fait rien? En fait, on s'est rendu compte que si on ne résout pas les problèmes de migrants, il y aura des problèmes similaires à l'Amérique latine qui vont émerger tout de suite. Donc, l'éducation, accès à l'éducation, réunification avec la famille qui est restée en arrière-pays sont devenus les soucis principaux du gouvernement. Je travaille à Shanghai, j'ai lu dans les réglementations de la ville de Shanghai qu'il faut créer une centaine d'écoles pour les enfants de migrants pour qu'ils puissent être éduqués avec un frais de scolarité réduite. Parce que jusqu'ici, ils vont dans des écoles dont le prix est exorbitant, ce sont des écoles privées de très piètre qualité. En Chine, il n'y a que 2 catégories qui vont à l'école privée, les très riches et les très pauvres. Merci. Tout petit mot. J'ai interdit. Alors moi, je voulais juste dire qu'en même temps, les migrants... Coupez-lui le micro. En même temps, ont souvent gardé un lien, et c'est là aussi la différence avec d'autres pays, ont un lien assez étroit avec le village d'origine, par exemple. La plupart de ces migrants ont une maison dans leur lieu de départ. Voilà, ce qui crée aussi une particularité. Désolé. Et donc... Non. On sait qu'on va faire un prochain thème sur les migrants, mais pas ce soir. Et donc, leur amour de la campagne et du riz, n'est-ce pas? Non, j'espère que leurs futures générations feront. On a les migrants de la cité de l'architecture, c'est-à-dire ceux qui travaillent à 2 heures d'ici, dont j'aimerais qu'on prenne en considération. Voilà. Et donc, Jean-François, 3 mots? Non, enfin, juste pour dire que moi, il me semble que toutes ces questions-là, qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit au Venezuela, qu'on soit ailleurs, enfin, c'est une question les questions de développement urbain, ce sont des questions sociales et que donc c'est une question éminemment politique et que on ne peut pas laisser aux techniciens les décisions politiques et que c'est au peuple organisé de décider de leur avenir urbain ou non. Et donc, la place du peuple, puisque c'était la place des gens, puisque c'est un slogan, des gens dans la décision, c'est pas une place, c'est eux ou rien. Enfin, il me semble tellement évident que en Chine, au Venezuela et ailleurs, il y a des expériences qui permettent de dire que c'est le peuple ou rien. Voilà. Une dernière phrase. Non. Le micro est coupé. Et attention, parce que les plus grands conflits de ce monde, c'est que quelques-uns se sont usurpés le pouvoir pour représenter le peuple. On voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire comment chacun peut représenter ses idées sans être représenté par un grand homme avec un charisme comme ce qu'on connaît. Je pense que c'est important de se poser. Merci à vous, merci d'être là. Prochain rendez-vous sur le droit foncier qui aura lieu le 18 juin. Donc nous serons sur la question qui vous intéressait. On a vu le cas du foncier rural, du foncier collectif, du foncier urbain gratuit au Venezuela et sous un cas amphithéotique en Chine. Nous l'étudierons de manière un peu plus proche. 18 juin, 18h30.